Bonjour à tous. Cette petite vidéo, dans le but de travailler sur l'épreuve intégrée, donc de l'alimentation plus la protection. Donc ici, bien entendu, c'est juste revoir les grandes lignes et reparler un petit peu de tout ce qui est important. Mais surtout, tout ce que je vais dire, ben, ne pensez pas qu'il y aura que ça à l'épreuve intégrée. Évidemment, il y aura tout le contenu de tous les cours que vous avez eus durant toute l'année. Pour vous aider, il y a 3 leçons, qui sont dénommées «Dimensionnement d'une alimentation stabilisée». Donc ça, c'est un document, un PDF, qui se trouve dans le Dropbox ou dans votre Fard, qui explique, comment on calcule chaque composant et comment on définit la valeur des composants, pour qu'ils soient dimensionnés par rapport, à nos besoins. Il y a aussi pour la protection une leçon qui s'appelle détection de courant par transistor, donc qui explique comment fonctionne toute la détection du court-circuit de A à Z, comme c'est fait dans votre alimentation. Et la dernière chose, c'est euh, en détail, donc ça s'appelle alimentation EI. Et donc là, vous avez chaque détail de chaque sous-groupe, donc elle est divisée en différentes parties de l'alimentation et ça résumé sur chaque groupe. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de revoir une partie donc, de l'alimentation. Je ferai la même chose pour toute l'alimentation et toute la protection. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de revoir toute cette partie ici. Voilà, la partie ici jusqu'à la fin du pont de Gratz, le pont de diode. Donc, bah, commençons par le début. On va prendre la partie alimentation réseau, donc le 230 volts alternatif. Pour ça, j'ai préparé un petit document. Voilà, qu'est-ce qu'on peut vous demander à l'épreuve intégrée? Encore une fois, je rappelle, la liste n'est pas exhaustive, donc on pourra vous demander autre chose. Donc on est bien à la prise de courant, d'accord? Donc il faut savoir que on va prendre le réseau domestique. Le réseau domestique, ben, c'est notre fameuse prise ici de votre alimentation stabilisée. Je rappelle d'abord l'alimentation stabilisée, quel est son but? Ben, c'est de, euh, elle trouve sa place dans un laboratoire d'électronique. Pourquoi? Parce que ben, on va pouvoir choisir la tension continue qu'on désire et ça va nous permettre de faire fonctionner tous les petits montages en laboratoire, par exemple, pour les cours ou peu importe, de faire des tests sur des breadboards, etc. et d'avoir une tension variable continue. Donc, c'est de passer du secteur réseau à une tension variable continue. Donc, ben, on a notre prise, c'est le premier élément sur notre alimentation. On a la prise comme ici présent. Dans cette prise, ben, il y a souvent 3 conducteurs. Donc le neutre il est de couleur bleue et se trouve à gauche dans la prise. La phase, ben, c'est toutes les autres couleurs. Souvent c'est brun. Et la terre qui est jaune et verte et le picot de terre. Ici, vous n'aurez pas de picot de terre pour les 5e, en tout cas au début, si vous n'avez pas de boîtier. Maintenant, si vous allez mettre un boîtier en aluminium ou un boîtier enfin peu importe en métal, un boîtier conducteur, ben, il vous faudra cette borne de terre. Donc, on a cette alimentation. Qu'est-ce qu'on peut vous demander à l'épreuve intégrée? Encore une fois, ce ne sont que des exemples et on pourra vous demander d'autres choses. Donc, il faut bien faire référence à tous les cours que vous avez vus pendant l'année. Ben tiens, quelle est la forme du signal qu'on va avoir sur le secteur, donc sur la prise de courant, comme on dit? Eh bien, c'est ceci, c'est un signal alternatif de 230 volts de tension efficace sinusoïdale. Et donc, on peut vous demander ben, de dessiner ce signal. Donc, quand on dessine, on annote les axes. Donc, on est bien la tension en volts en fonction du temps qui s'exprime en secondes. Et on a bien une tension alternative, donc qui alterne, qui passe de plus 230 à moins 230, plus 230 à moins 230, plus 230 à moins 230 en valeur efficace. On va revenir là-dessus. Qu'est-ce qu'on doit connaître sur ce signal? Ben, d'abord, qu'est-ce que la valeur efficace? Donc, on va parler de tension efficace. La valeur efficace est une tension alternative et pour laquelle serait égale la tension continue, pardon, qui produirait le même dégagement de chaleur. Donc, la tension efficace, c'est la tension qu'on va mesurer au multimètre. Donc, quand on va se mettre en alternatif avec son multimètre et qu'on va venir prendre la mesure avec les probes du multimètre, eh bien, c'est une tension efficace. Donc, c'est l'équivalent, si on peut résumer un peu simplement, de ce qu'on aurait en continu.
Maintenant, il faut savoir que dans ce signal, la tension efficace, elle se situe plus ou moins ici. Dans ce signal, on a la tension maximale. La tension maximale, elle est donc c'est la pointe ici, hein. Donc c'est l'amplitude ici, la pointe ici. Ça, c'est la valeur max. Quel est le lien entre la valeur efficace et la valeur max? On dit que la valeur efficace, c'est la valeur maximum divisée par racine de 2. Voilà. Donc, la valeur efficace, la valeur maximale ou la valeur de crête ou de pic, comme on appelle ça en anglais, correspond au point le plus haut de la sinusoïde. De même, la valeur maximum de la tension est représentée par Vm. Et alors là, si on change la formule, Vmax est égal à V efficace, donc la tension efficace, multipliée encore une fois par racine de 2. Donc, la tension maximale, la tension efficace. La tension maximale, c'est celle qu'on va pouvoir observer à l'oscilloscope. La tension efficace, c'est celle qu'on va mesurer avec son multimètre. Qu'est-ce qu'on peut encore connaître? C'est que c'est la tension crête à crête, donc la tension de la crête haute à la crête basse. On appelle ça aussi en anglais peak to peak, donc de pointe à pointe, la tension pointe à pointe. Ce qui est important aussi, c'est la fréquence. Donc la fréquence de notre réseau électrique est de 50 Hz, contrairement par exemple à celui des États-Unis qui est de 60 Hz. Ici, on a bien une fréquence de 50 Hz. La fréquence, qu'est-ce que c'est? La fréquence F, elle se note bien petit f, est d'une grandeur périodique et le nombre de périodes par seconde et se mesure en Hertz. Donc c'est le nombre de fois qu'on va faire une période. Une période, qu'est-ce que c'est? Par exemple, ici on en a représenté une, donc c'est bien petit t pour la période. D'une crête à une crête, ou par exemple, on pourrait prendre du 0 ici, et on fait plus de 130, moins 230, donc on arriverait à une période également. Donc, c'est le nombre de périodes qui va être effectué par seconde. Donc ici, elle va faire 50 Hz, donc 50 périodes par seconde. Je rappelle que la fréquence se note petit f, et on a une formule qui est liée à la fréquence, qui est égale à A sur grand T. Grand T étant la période. Attention, à ne pas confondre avec d'autres lettres. Donc T est bien la période. Et ici, elle est bien de 50 Hz. Donc la période va se répéter 50 fois. La période, justement, on en a déjà un petit peu parlé. Un signal périodique, c'est quand il va y avoir un signal qui va se répéter dans le temps. Donc ici, si on prend une période, voilà, par exemple, on peut prendre de pointe à pointe. Ici, là, on a une période où, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'ici à ici, eh bien, on a bien une période aussi. La période ici de notre réseau, il suffit de changer la formule. Donc, grand T est égal à 1 sur F. On connaît F, F est égal à 50 Hz. Donc, ce qui nous donne une période qui va s'exprimer en secondes. Donc, voilà, ici, j'ai remis un petit dessin de la période de 20 millisecondes. 20 millisecondes, ce qui va nous faire 0,02 secondes. Donc, voilà déjà tout ce qu'on peut raconter juste avec la sinusoïde du réseau. Et encore, on peut parler de la tension moyenne, etc. Donc, n'hésitez pas à faire référence au cours que vous avez vu avec Monsieur Chardon et avec moi-même dans la partie alternative pour les sixièmes. Chose suivante, donc on revient à notre petit schéma de base. Donc on a vu là où on allait chercher la partie alimentation. On va maintenant aller voir ce qu'est la deuxième partie. Donc la deuxième partie, voilà, c'est ça que je voulais faire. La deuxième partie, on va aller ici voir ce qu'est le QA. Alors le QA, c'est ce qu'on appelle un interrupteur bipolaire. L'interrupteur électrique bipolaire est constitué de deux pôles de connexion neutre et phase, chacun étant situé d'un côté de la platine. De fait, cet interrupteur permet de couper les deux fils conducteurs simultanément, donc d'interrompre le courant dans les deux sens. Donc, voilà comment il se présente sur votre alimentation. Donc, soit il y a deux possibilités. Soit cet interrupteur, il est sans voyant lumineux et alors on ajoute un voyant lumineux, donc un voyant LED lumineux, mais ce n'est pas une LED, parce que souvent les élèves confondent avec ça. C'est un voyant 230 volts, donc un petit voyant rouge qu'on va ajouter en parallèle sur notre interrupteur bipolaire, ou alors le voyant est intégré comme ici, comme je vous le montre ici sur la photo, directement dans
l'interrupteur. On a le symbole de l'interrupteur, donc là j'ai repris le symbole de votre alimentation. Et donc l'avantage d'un interrupteur bipolaire à la place d'un unipolaire, c'est qu'il va couper les deux phases, donc le neutre et la phase. Ce qu'on peut vous demander aussi, bah tiens, quelle est la couleur, je ne l'ai pas dit au début, mais du neutre, et la couleur de la phase. Voilà, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur l'interrupteur, mais comme ça c'est fait aussi. Deuxième partie, donc le NE1, donc c'est le voyant lumineux, soit il est intégré dans l'interrupteur, soit vous l'avez commandé séparément, on en a parlé. Maintenant on arrive au composant suivant qui est un composant très intéressant dans cette alimentation, c'est le TR1. Le TR1, on va parler du transformateur. Le transformateur, donc à quoi est-ce qu'il va servir le transformateur? Donc on a le symbole ici, j'ai repris la symbolique qui est sur votre alimentation. On a une autre présentation, et comme c'est indiqué ici, le transformateur va nous permettre d'avoir la tension du réseau, donc le 230 volts alternatif, va nous permettre d'abaisser cette tension à une tension de 24 volts AC. Donc l'idée, comme je vous ai dit, l'idée de l'alimentation, c'est de pouvoir avoir en sortie, en final, une tension continue variable. Donc on peut choisir pour alimenter éventuellement des circuits ou des tests, enfin, peu importe, mais de pouvoir choisir cette alimentation. Alors le transformateur qu'on a dans notre alimentation, euh, il a cette allure-ci, donc c'est une transformation de type torique, d'accord, avec un bobinage torique. Voilà un petit peu à quoi il ressemble. Et donc l'idée, on a repris la sinusoïde, donc au départ, quand on va chercher le signal sur notre prise réseau, on a ce signal-ci, donc on a 230 volts alternatifs de valeur efficace, et on va abaisser cette tension grâce à notre transformateur, et on va voir comment après. On va l'abaisser en 24 volts AC. Alors, on va abaisser la tension. On peut se poser la question par rapport à la fréquence, la période, etc. Là, ça reste inchangé. Donc, on a toujours une fréquence de 50 Hz, toujours une période de 20 millisecondes. Et au niveau de la puissance, la puissance, si on prend compte d'un transformateur idéal, je dis bien idéal, on verra sur ce que c'est après, eh bien, la puissance du primaire est égale à la puissance du secondaire, mais on va définir tout ça après. Alors, comment est-ce qu'on peut représenter schématiquement un transformateur? Un transformateur, qu'est-ce que c'est? C'est un noyau ferreux, ferromagnétique. Donc, souvent, on utilise du fer doux. Et autour de ce fer doux, on a une partie qui se trouve à gauche du transformateur et à droite du transformateur. On appelle ça le primaire, donc c'est la partie où va être connecté le 230 volts alternatif, et la partie secondaire où on va récupérer nos 24 volts, ici en l'occurrence parce qu'on utilise du 24 volts dans notre montage, du 24 volts alternatif. Donc autour de ce noyau de fer doux, on va venir enrouler ce qu'on appelle des spires. Des spires, donc qu'est-ce que c'est? C'est des enroulements, donc c'est du fil de cuivre qui est isolé. D'accord? Donc on parle aussi dans certaines littératures euh, de spire, on parle de bobinage, on parle de solénoïde. Et donc voilà, tout ça pour dire que c'est des enroulements. Ici, on va les appeler spires. Donc les spires du primaire de la partie gauche du transformateur et les spires du secondaire de la partie droite du transformateur et notre noyau ferreux. Donc, l'idée ici, c'est d'entrer avec du 230 volts et de ressortir avec du 24 volts et de comprendre par quelle magie, eh bien, on a réussi à abaisser cette tension. Il faut savoir que un transformateur peut abaisser la tension, peut augmenter la tension, ou alors, ni l'un ni l'autre, on garde la même tension, mais on fait ce qu'on appelle une isolation galvanique. Donc, on isole de manière galvanique la partie primaire de la partie secondaire. Donc, le rapport du nombre de spires au secondaire sur le nombre de spires au primaire détermine totalement le rapport de transformation. Donc, on a un rapport de transformation. Donc, si on a plus de spires, donc d'enroulement au primaire qu'au secondaire, on va diminuer. Si on a l'inverse, moins de spires au primaire par rapport au secondaire, on va augmenter. Si on a le même nombre de spires, on va faire simplement une isolation galvanique.
Ce rapport de transformation, il porte une lettre, c'est la lettre petit m, et il peut être calculé en faisant la tension du secondaire sur la tension du primaire ou le nombre de spires au secondaire sur le nombre de spires au primaire. Il faut savoir qu'un transformateur a un rendement. Ce rendement, ben, c'est la puissance du secondaire sur la puissance du primaire, sauf que ben, on sait qu'un transformateur n'est pas idéal et qu'il va avoir des pertes. Donc ces pertes, ben, il va falloir en prendre compte. Mais ça, on y reviendra après. Maintenant, revenons au sujet principal. Par quelle magie est-ce qu'on a réussi à transformer ce 230 volts en 24 volts alternatifs? Pour ça, on va utiliser une petite analogie qui est celle-ci. Donc ici, ben, toujours pareil, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. On a les spires, le bobinage du primaire et le bobinage du secondaire et notre noyau ferreux ici. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit quand nos électrons de l'alternance positive passent dans un sens, ça crée un champ magnétique. Et il faut savoir que quand on place une bobine, un solénoïde, des spires dans un champ magnétique, eh ben, il va avoir un courant qui va être induit. On parle d'un courant induit au secondaire. Et ici, ben, comme dans notre exemple, on a plus de spires au primaire qu'au secondaire, on va donc faire un abaissement de tension. Donc on voit pendant l'alternance positive, ça crée un champ magnétique dans un sens, donc ça crée un courant au secondaire dans un sens, et pendant l'alternance négative, eh bien, ça crée un champ magnétique dans un autre sens, on voit qu'il part dans l'autre sens, et ça crée un courant dans l'autre sens, et ainsi de suite, ainsi de suite. À une fréquence de 50 Hz, donc de 50 fois par seconde, on voit que mes électrons ben, varient d'un à l'autre. Et donc, on a bien abaissé la tension. Pourquoi? Parce qu'il y a moins de spires au secondaire qu'au primaire. Ceci toujours avec un rapport de transformation, on en a parlé, la lettre M. Donc, on en a parlé aussi que par rapport au transformateur, si on prend un transformateur de type idéal, on ne prendra pas en compte les pertes. Mais il faut savoir qu'il y a des pertes dans un transformateur, il y a des pertes dues aux enroulements. Pourquoi les enroulements? Ben, c'est du cuivre. D'accord? Souvenez-vous, on a vu en cinquième, dans la partie étude des circuits, ben, que il y avait des pertes dues au cuivre. Donc, on pouvait calculer ben, justement la résistivité, etc., en fonction de la section, en fonction de la longueur, etc. Donc, on va déjà avoir des pertes par rapport à ces enroulements. On a, euh, on a aussi des flux de fuite. Donc, ben, le flux magnétique ben, n'est pas perméable à 100%. Donc, on va avoir des fuites à ce niveau-là. Et on va aussi avoir des pertes magnétiques par courant de Foucault et aussi par hystérésis. Donc voilà, on va pas rentrer dans les détails maintenant, mais il faut savoir qu'il existe des pertes, donc des pertes dues aux enroulements, des pertes dues à des fuites de flux, des pertes par rapport à des courants de Foucault et par rapport à l'hystérésis. Donc voilà un petit peu par rapport au transformateur, ce qui peut être dit. Et je vous rappelle que nous, on utilise un transformateur de type torique. Et voilà. Passons à la suite. Donc on vient de voir la partie transformateur. On va voir déjà la dernière partie pour cette petite vidéo. Je ne sais plus comment je fais pour effacer. Voilà, effacer, effacer, effacer. Maintenant, on va se pencher sur la partie qui est ici. D'accord? Donc, je vous rappelle euh, que nous avons, pour le moment, on n'a toujours pas obtenu ce qu'on devait avoir en sortie. Je vous rappelle que le but du jeu en sortie, c'est d'avoir une tension parfaitement continue, donc une ligne droite. Ici, qu'est-ce qu'on a fait avec notre transformateur? On avait du 230 volts alternatif. On l'a diminué en 24 volts, mais toujours alternatif. Ah oui, chose que j'ai pas dit, vu que la puissance est la même, PA, donc la puissance du primaire, donc la partie ici, la puissance ici est la même si on ne prend pas compte des pertes de la puissance au secondaire. Et donc, ben, bien évidemment, si la tension a diminué, si P est inchangé, on se rappelle que P est égal à U fois I, pardon, et bien si la tension a diminué, le I a forcément augmenté. Donc ça, c'est une question qu'on peut vous poser aussi à l'épreuve intégrée. Si U a diminué, I a augmenté.
Donc maintenant on arrive à notre fameux composant ici. On voit que c'est un composant de 4 diodes. Alors, juste, il faut que je le retrouve. Voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle le pont de Gratz. C'est un redressement double alternance, pardon, ou un pont de diode. Donc, j'ai repris la symbolique dans notre alimentation. Voilà une autre forme de symbole. Et voilà à quoi il ressemble physiquement dans votre alimentation. Alors, comment est-ce que ça se passe? Donc, je vous rappelle, en entrée, on a bien du 24 volts alternatif. Donc, imaginons que, ben voilà ce qu'on a ici. Donc, ici, c'est bien du 24 volts alternatif qui va rentrer dans la partie ici après le transformateur. Donc, on va avoir pendant l'alternance positive des électrons qui vont passer dans un sens, pendant l'alternance négative des électrons qui vont passer dans un autre sens. Ici, on va se pencher uniquement sur l'alternance positive. Pardon. Et je rappelle, on est toujours bien en 50 Hz pour le moment. Prenons l'alternance positive qui est notée par un petit 1 ici. Ce qui va nous mettre, on va dire ça comme ça pour bien comprendre comment ça marche, du plus ici et du moins ici. Rappelez-vous, de manière très simpliste, on dit toujours dans le sens conventionnel, le but des électrons dans leur vie, c'est de partir de pôle positif, quand il y a une différence de potentiel, et de revenir au pôle négatif. Eh bien, c'est ce qu'on va faire ici et on va étudier comment ils vont faire. Donc, mes petits électrons sont ici et ils démarrent. Ils arrivent ce qu'on appelle à un nœud. Un nœud, donc le courant va se diviser. Ils ont le choix, soit ils passent dans D3, mais D3 on voit que c'est une diode. Donc une diode a une anode et une cathode. Elle est passante dans un sens et bloquante dans l'autre. Ici, la D3 est bloquante, donc le courant, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va traverser ma diode D1. Encore une fois, il va arriver à un deuxième nœud. Une fois qu'il est à ce nœud-là, deux possibilités, soit il passe dans ma charge, donc dans mon circuit, ou il va être bloqué, il passe ici, mais là il va être bloqué parce que la diode est dans le sens bloquant. Donc qu'est-ce que le courant fait? On voit qu'on passe dans ce sens-là dans la charge. On arrive ici, une fois arrivé au moins, là on arrive encore à un nœud. Alors là vous allez me dire, ben, il pourrait repasser dans D3. Non, pourquoi? Parce que ben, ici on a une différence de potentiel qui est beaucoup plus positive ici que là. Donc les électrons vont toujours dans le sens conventionnel du plus vers le moins, donc ils vont être attirés vers ici. Et ici, ben voilà, ils sont arrivés au moins. Donc, le courant, mon alternance positive, ben, elle se retrouve bien sur ma charge, comme ceci. Faisons la même chose. Donc ici, vous avez le petit schéma qui explique exactement la même chose. Donc on a du plus là, du moins là, et par où elle passe dans les diodes. Donc elle passe bien par D2 et par D1 et par D2, et est bloquée en D3 et en D4. Et dans l'alternance suivante, j'ai refait le petit schéma. Donc là, on est dans l'alternance négative. Dans l'alternance bleue ici. Donc on a bien le positif qu'elle a, le négatif qu'elle a. Donc mes petits électrons vont partir ici, ils arrivent à un nœud, ils sont bloqués par D2 parce qu'elle est dans le sens bloquant. Ensuite, ils vont passer dans D4 parce qu'elle est dans le sens passant. Ici, ben, ils ne pourront pas passer dans D1 parce qu'elle est dans le sens bloquant. Et là, j'attire votre attention, regardez sur la charge, on a exactement dans le même sens que ici au-dessus. On passe bien dans la charge dans le même sens. Donc le courant va dans le même sens. Et donc, on passe ici, mes petits électrons arrivent ici. Encore une fois, même chose que tout à l'heure, ils ne sauraient pas revenir à un potentiel plus élevé, ils vont aller vers le potentiel moins élevé, donc ils vont passer dans D3 et revenir à au moins à la charge, aux charges négatives qui alimentaient le pont de Gratz. Et donc, ben, on se rend compte qu'au final, on a un signal qui est redressé. Donc, on a redressé l'alternance négative et donc on a alternance positive. Donc tout à l'heure, on faisait du plus 24 volts, moins 24 volts. Maintenant, on fait 0,24, 0,24, 0,24, 0,24 et ainsi de suite. Alors attention, à partir de ce moment-là, c'est une petite question piège de l'épreuve intégrée. Nous ne sommes plus en 50 Hz, ok? Parce qu'une période, ben maintenant une période est juste ceci. Tout à l'heure, la période, c'était l'ensemble du plus 24, moins 24. Maintenant, une période, donc c'est le signal qui se répète périodiquement. Et bien maintenant, on a l'alternance 1, qui est une période à elle toute seule, puis l'alternance B, qui est une période à elle toute seule. Donc nous ne sommes plus en 50 Hz, mais bien en 100 Hz. Donc ça, c'est une petite question qu'on peut vous poser. Une petite question piège aussi, c'est tiens, pourquoi est-ce qu'ici on a un petit plat? Bien parce qu'il y a une chute de tension. Souvenez-vous,
Pour qu'une diode commence à conduire, il faut qu'elle atteigne un potentiel de 0,7 volts. D'accord? Donc il y aura un moment donné où il y a un petit plat. Si vous l'observez, vous l'avez certainement fait au cours de Monsieur Chardon en laboratoire, eh bien vous avez vu qu'à l'oscilloscope, quand on le fait réellement et qu'on ne le fait pas, vous l'avez fait avec moi hein, sur Proteus, ben, on ne voit pas vraiment la courbe réelle, on voit la courbe, ce qu'on appelle la courbe idéale, mais la courbe réelle, eh bien on a ce petit plat de 0,7 volts. Pourquoi? Parce que ben, il y a deux chutes de tension, vu que par exemple ben, ici elle va passer dans D4, donc il va y avoir une chute de tension de 0,7 volts, et puis dans D3, et on aura encore une chute de 0,7 volts, ce qui fait une chute de tension de 1,4 volts. Voilà, il faut savoir parce que c'est une petite question qui ressort assez souvent dans l'épreuve intégrée. Encore une fois, une petite animation pour nous aider. Donc ici on voit pendant l'alternance positive, et puis l'alternance négative. Alternance positive, alternance négative. Voilà, on voit vraiment bien comment ça fonctionne ici avec la petite animation flash. On voit l'alternance positive, l'alternance négative, alternance positive, alternance négative. Et ici, on voit qu'au niveau de la charge, eh bien, le courant circule toujours dans le même sens, en fait. Et c'est ça qui fait qu'on a un redressement double alternance. Donc, on a bien supprimé l'alternance négative et on a redressé dans l'alternance positive. Voilà, donc ce qui clôture notre petite vidéo. Je vais les faire pas trop longues dans le sens où ben, ça permet de revoir ça. Donc, qu'est-ce qu'on a vu pour résumer? On a vu qu'on entrait avec une tension alternative de 230 volts, qu'on passait par un interrupteur bipolaire qui coupe la phase et le neutre, que cet interrupteur, soit on ajoute un néon lumineux, ce néon lumineux permet d'indiquer qu'on a de la tension au primaire du transformateur, soit il est intégré, soit il faut le rajouter en parallèle au niveau du primaire. On est passé par un transformateur. Ce transformateur est un transformateur torique qui va permettre d'abaisser la tension de 230 volts en 24 volts, toujours alternatif avec une fréquence de 50 Hz. Cette transformation, eh bien, le 230 volts rentre dans les spires du primaire et cela va créer un champ magnétique, ce qui va induire un courant dans les spires du secondaire. Si le transformateur a plus de spires au primaire qu'au secondaire, on va abaisser la tension. Si c'est l'inverse, on va augmenter la tension. Sinon, on va réaliser une isolation galvanique. On arrive donc à la sortie du secondaire avec une tension alternative de 24 volts. On est toujours en plus 24, moins 24. Le but du jeu est de se rapprocher le plus possible d'une tension positive continue. Donc on va devoir faire un redressement double alternance. On va utiliser le pont de Gratz. Le pont de Gratz va redresser l'alternance négative pour faire 0,24, 0,24, 0,24, 0,24. Donc on supprime l'alternance négative. Voilà les petits gars. Donc encore une fois, tout ce que j'ai dit là, c'est des bonnes pistes pour l'épreuve intégrée, mais ça ne se limite pas juste à ça. Donc je vous renvoie vers vos cours. Je vous ai donné en début de vidéo toutes les leçons qui sont extrêmement importantes, comme le dimensionnement d'une alimentation stabilisée, la détection de courant par transistor et alimentation EI. Donc ces trois leçons-là, qui sont trois leçons d'études des circuits, sont extrêmement importantes afin de préparer au mieux l'épreuve intégrée. Voilà les gars, je vous envoie à la suite de la petite vidéo très vite. Voilà, je vous souhaite un bon travail et une bonne révision les petits.